Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, le gouvernement togolais s'est réuni en Conseil des ministres face aux enjeux de la sécurité maritime vendredi dernier à Lomé. Ceci afin d'assurer la protection de nos côtes. Plus de précisions dans ce journal. Le Rwanda connaîtra de fortes précipitations au cours de ce mois de janvier, selon l'agence météorologique. Une catastrophe naturelle qui causera encore plus de dégâts. Et puis la méga raffinerie de Dangote au Nigeria est officiellement entrée en service la semaine dernière. Une raffinerie qui mettra fin à la dépendance du pays face au carburant. C'était les titres. À présent, le journal. Comme annoncé dans les titres, le gouvernement togolais en Conseil des ministres, face aux enjeux sécuritaires maritimes, a examiné et validé la création d'une unité togolaise de garde-côtes. Une initiative adoptée le vendredi 12 janvier dernier afin d'assurer une protection maximale de nos côtes. Léon Sagbo nous en parle. La pollution de la mer, les trafics opérés hors des zones de surveillance, la piraterie et d'autres incidents du secteur maritime sont des défis que veut relever le gouvernement togolais. Pour mieux surveiller les eaux togolaises, une unité spécifique sera dédiée à cette cause. Pour les autorités, c'est des challenges qui exigent une prise en charge particulière, distinguant les missions de défense de celles de l'action civile de l'État en mer. Il s'agit d'une unité spéciale de garde-côtes qui répond au besoin de mettre en place une structure de surveillance permanente de l'espace maritime national. Elle permettra de cette façon de renforcer l'organisation interministérielle de l'action civile de l'État en mer et d'améliorer ses performances en matière de coordination, interadministration et de coopération. Étant une partie entière de la création de richesses, l'économie maritime se distingue par son dynamisme. Avec le poids économique du port autonome de Lomé et les performances dont il est porteur, le gouvernement met donc les bouchées doubles pour rendre encore plus sûres les eaux territoriales togolaises. Inscrite dans la feuille de route gouvernementale, la politique nationale de désenclavement va connaître une accélération en 2024. De ce fait, l'exécutif prévoit un investissement de 53 milliards de francs CFA au profit du ministère du désenclavement et des pistes rurales selon la loi des finances 2024. Ces ouvrages, une fois réalisés, vont permettre l'accès facile des populations rurales aux services de base et l'écoulement de leurs produits agricoles. Rafeton Berekou nous en parle dans ce récit. Le gouvernement togolais prévoit un investissement de 53,5 milliards de francs CFA dans la politique nationale de désenclavement. Ce fonds servira notamment à soutenir le programme de connectivité rurale et à financer d'autres projets dans le secteur. En ce sens, un protocole financier portant sur la réalisation d'infrastructures de désenclavement dans les zones rurales a été signé entre le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, et l'ambassadeur de France, Augustin Favero, en 2023. L'extension du réseau routier, en l'occurrence les pistes rurales, prend une place de choix dans la politique gouvernementale. Lancée depuis 4 ans, la politique nationale de désenclavement prévoit l'aménagement d'au moins 4000 km de pistes rurales sur toute l'étendue du territoire. Avec un investissement de 37 milliards l'an dernier, c'est une hausse de 43% que connaîtra le secteur pour l'année 2024. Ces ouvrages, une fois réalisés, devront faciliter l'accès des populations rurales aux services socio-économiques de base et l'écoulement de leurs produits agricoles. Pour rappel, la politique de désenclavement a déjà permis d'aménager en tout 680 km de pistes rurales en 2022. Près de 2000 km de pistes existantes ont fait l'objet d'entretien. En ce qui concerne l'entretien du réseau routier existant, il est à 75% en bon et moyen état. 1200 km sont ainsi achevés et 712 km sont en cours d'exécution. Le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibasi réitère une fois encore son engagement d'un Togo vert avec sa stratégie de reboisement afin d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030.
Pour l'année 2024, l'atteinte de cet objectif se manifeste par une augmentation substantielle des fonds alloués à la reforestation et des partenariats stratégiques pour assurer la disponibilité des terrains nécessaires. Regardez. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau budget de 2024, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières se positionne au cœur de la transition écologique grâce à l'adoption d'une stratégie de reboisement audacieuse. Cette politique non seulement reflète l'engagement environnemental fort du ministère, mais ambitionne également de structurer la mobilisation financière et foncière nécessaire pour faire face aux défiscalisations climatiques actuelles. Le plan s'appuie sur les succès cumulés passés et se projette vers un avenir où 63 959 500 arbres pourront étendre leur canopée sur le territoire togolais d'ici 2024. La nouvelle stratégie du ministère fait de l'harmonisation entre la finance et les terres son cheval de bataille. Pour parvenir à l'objectif ambitieux de reforestation, une répartition optimale des ressources est cruciale. Le budget de 2024 intègre des augmentations substantielles des fonds alloués à la reforestation tout en élaborant des partenaires stratégiques avec des acteurs privés et publics pour assurer la disponibilité des terrains nécessaires. Cette synergie entre la mobilisation financière et l'acquisition foncière est la clé pour faire germer les graines de demain. Le ministère de l'Environnement ne s'est pas contenté de planter des rêves, il a su les ancrer dans la réalité. À partir de 2021, la cadence de plantation s'est intensifiée, atteignant les chiffres encourageants avec des réalisations substantielles en 2022. Le bilan positif de 63 millions d'arbres plantés du ministère de l'Environnement pour les années 2023-2024 est le fruit d'une planification soignée et d'une exécution rigoureuse de la politique environnementale. Au-delà des chiffres et des stratégies, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières entend faire de la reforestation une cause nationale voire internationale. Et à la préservation des ressources forestières est un vecteur de changement, d'engagement des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics dans une dynamique commune. Le message est clair, chaque arbre planté est un investissement dans le futur, un patrimoine légué aux générations futures pour un monde respirable et durable. En début du mois de janvier 2024, l'Agence rwandaise de météorologie a mis en garde les populations contre des précipitations inhabituelles qui devaient s'abattre dans certaines régions du pays au cours du mois de janvier, appelant les autorités à prendre les mesures nécessaires. Pour les habitants de ces régions, ceci les rappelle de mauvais souvenirs du mois de mai 2023 où la pluie a tout emporté, l'une des pires inondations que le Rwanda ait connues depuis plus de 70 ans. Suivant. Selon l'agence météorologique du Rwanda, certaines régions du pays devraient connaître une pluviométrie assez inhabituelle au cours du mois de janvier 2024. L'agence a mis en garde contre les précipitations de 30 à 250 mm qui pourraient entraîner des inondations dans certaines régions du pays, notamment dans les parties sud-ouest du pays. Météo Rwanda appelle ainsi la population à être vigilante. En 2023, le Rwanda a connu des pires pertes liées aux inondations causées par les précipitations excessives. En mai 2023, de fortes pluies se sont abattues sur plusieurs régions du Rwanda, causant des inondations qui ont coûté la vie de 135 personnes et détruit près de 6 000 maisons et bien d'autres infrastructures au nord et à l'ouest du pays. Après ce drame, le gouvernement rwandais essaie toujours de venir en aide aux sinistrés dont la vie a totalement changé. L'une des mesures prises est d'évacuer les habitants des zones dites à haut risque pour éviter les prochaines catastrophes. Selon Hussein Bizimina, spécialiste en modélisation hydraulique, ces catastrophes naturelles sont des conséquences du changement climatique. Selon les données collectées, dans certaines zones, les pluies atteignent jusqu'à 12 mètres de hauteur avec une vitesse de 50 mètres par seconde. Il s'agit des précipitations les plus abondantes jamais enregistrées au Rwanda dans son saison.
En l'espace de 5 ans, le Rwanda a enregistré plus de 7900 catastrophes naturelles qui ont emporté 1209 personnes, parmi lesquelles 200 ont été victimes des pluies torrentielles. Parlons toujours d'inondations. En République démocratique du Congo, plusieurs villes, notamment Kinshasa, ont les pieds dans l'eau depuis les inondations qui ont fait plus de 300 morts en décembre 2023. Face au bilan qui ne cesse de s'alourdir, le gouvernement congolais appelle à une solidarité et un secours d'urgence pour sauver le maximum de vies. Alessandra Dekambi nous en parle dans ce commentaire. L'appel à la solidarité à faveur des victimes de la catastrophe climatique qui a frappé Kinshasa le 13 décembre 2023 a été lancé par Modeste Muchinga Mutushai, le ministre congolais des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la solidarité nationale. C'était à l'issue d'une réunion organisée le 5 janvier dernier dans la capitale congolaise pour dresser le bilan de ces inondations. Environ un mois après la survenue du drame, le plus meurtrier depuis 1960 selon la Régie des voies fluviales de la RDC, la barre des morts a franchi 300 morts. La Régie des voies fluviales indique que les victimes se comptent dans différents quartiers de Kinshasa ainsi que dans plusieurs autres villes de la RDC qui bordent le fleuve Congo. Il s'agit des villes situées dans les provinces de la Chopo, Mongala, de l'Équateur, du nord et du sud d'Ubangi, Kilu, Maï-Ndombe, Congo central, Kasai, Kasai central, Sud Kivu et Chuapa. Ces inondations ont également détruit plus de 43 000 habitations, 1325 écoles, des centres de santé, des marchés publics ainsi que des routes. Et le bilan ne cesse de s'alourdir à en croire les autorités nigériennes. Les inondations de Kinshasa ont aussi affecté plus de 300 000 ménages, les exposant à des risques de maladies d'origine hydrique. Car les fortes pluies qui sont tombées dans la plus grande ville de la RDC en décembre 2023 auraient également détruit les réseaux d'eau potable. Ce sont ces précipitations exceptionnelles accentuées par le changement climatique qui ont poussé le fleuve Congo à sortir de son lit, paralysant jusqu'à aujourd'hui la vie de nombreux habitants ainsi que les activités économiques dans plusieurs villes du pays le plus peuplé d'Afrique centrale. Une assistance financière et matérielle est donc plus que jamais nécessaire en RDC. Ces ressources permettront de sauver des vies humaines encore menacées dans le pays et d'assurer la prise en charge holistique des communautés affectées par les inondations. Ces ressources devraient être mobilisées aussi bien auprès de la communauté nationale qu'internationale aux fins de permettre un déploiement plus efficace des équipes sur le terrain du sinistre du 13 décembre 2023 à Kinshasa. Alors que le Malawi n'a plus reçu d'appui financier direct de la Banque mondiale depuis quelques années, pour des raisons politiques, l'institution financière annonce une enveloppe de 420 millions de dollars. Elle devrait permettre à ce pays de l'Afrique de l'Est de se reconstruire après de multiples catastrophes naturelles. Alessandra Dekambi. En raison aux 19 inondations majeures et aux 8 sécheresses prolongées qu'a connu le Malawi depuis 1970, la Banque mondiale apporte une réponse financière axée sur la résilience économique et climatique. Ainsi, l'Association internationale de développement IDA a octroyé récemment 420 millions de dollars au gouvernement malawite pour la reconstruction des infrastructures et la réhabilitation du patrimoine naturel décimé par ces aléas climatiques. L'initiative vise à protéger des milliers de personnes contre l'exposition aux chocs climatiques liés à l'eau en développant des infrastructures plus solides, une meilleure gestion des risques de catastrophes et des systèmes de protection sociale. Les 420 millions de dollars serviront à la mise en œuvre du programme régional de la résilience climatique pour l'Afrique orientale et australe. Il prévoit par exemple la gestion durable du bassin de la rivière Shire. C'est l'une des principales sources d'approvisionnement en eau du Malawi et des États voisins. L'autre partie de l'appui de l'institution de Bretton Woods sera utilisée pour la mise en place des systèmes d'alerte précoce et le partage d'informations entre le Malawi, le Mozambique, les Comores et Madagascar.
Ces 4 pays est-africains ont en commun le cyclone Freddy qui a balayé surtout son tripassage entre 2022 et 2023, y compris des bâtiments et du bétail. Il y a également la tempête tropicale Gombe qui a causé le déplacement massif d'animaux du parc national de Liwonde ainsi que le cyclone Idai dont les vents à 200 km/h ont tué au moins 60 Malawites en 2021. Parmi les autres partenaires au développement qui accompagnent les initiatives de reconstruction figure la Banque africaine de développement. Le groupe a mis en place un fonds de relèvement d'urgence de 100 millions de dollars dans l'ensemble de la sous-région. Au Nigeria, la raffinerie de pétrole du richissime homme d'affaires Aliko Dangote est officiellement entrée en service en semaine dernière. La méga infrastructure pétrolière d'une capacité de 650 000 barils par jour produit désormais du diesel et du carburant pour avions et voitures. Elle devrait avoir la plus grande capacité de raffinage de pétrole brut sur le continent africain et contribuer également à mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant. Rafitou Mberikou nous fait le point dans ce récit. Lancée depuis 2013, la méga raffinerie de pétrole construite au Nigeria par le milliardaire nigérian Aliko Dangote est désormais opérationnelle. D'une capacité maximale de 650 000 barils par jour, la raffinerie Dangote va produire du carburant pour avions et voitures ainsi que du gaz de pétrole liquéfié. Elle contribuera à mettre fin à la dépendance du Nigeria, en particulier à l'égard des importations du carburant, et devrait avoir la plus grande capacité de raffinage de pétrole brut sur le continent africain. Construite dans la zone franche proche du nouveau port en eau profonde de Lekki, à l'est de Lagos, capitale économique du Nigeria, l'installation de cette raffinerie sur 2635 hectares a coûté environ 19 milliards de dollars selon les médias locaux. Le groupe qui ambitionne avec cette raffinerie de répondre aux besoins en carburant du pays n'a pas précisé quand son installation atteindrait sa pleine capacité de production ni quand commencerait la production d'essence. La méga raffinerie doit permettre au pays de 215 millions d'habitants non seulement d'en finir avec les fréquentes pénuries de carburant qui empoisonnent la vie quotidienne dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, mais également d'augmenter la qualité du carburant en circulation. Bien qu'il soit le plus gros producteur de pétrole brut d'Afrique, le Nigeria importe jusqu'à présent la quasi-totale de son carburant en raison des défaillances de ses raffineries d'État. La France se retrouve en bonne position dans la course à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Hexagone a enregistré une baisse globale de 4,6% de ses émissions de CO2 sur les 9 premiers mois de l'année 2023 qui s'est achevée. Un bon résultat qu'il faudra accroître au cours des années à venir. Vivas Amana. Les 9 premiers mois de l'année 2023 ont été marqués par une baisse de 4,6% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la même période en 2022 dans l'Hexagone. Un recul considérable dont se réjouit le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique CITEPA. 3 secteurs ont le plus participé à cette baisse. D'abord l'industrie avec moins 9,3%, ensuite la production d'énergie qui enregistre un recul de 9,4%, et les bâtiments où on note une baisse de 7,5%. Les transports contribuent plus modestement à cette tendance à la baisse avec un pourcentage en moins de 1,8%, toujours selon le CITEPA qui est l'organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français des émissions et qui en publie une préestimation. Notons qu'en mai dernier, la France a annoncé vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030 par rapport au niveau de 1990 et ceci conformément aux engagements européens. Une ambition qui implique de doubler le rythme de baisse des émissions actuelles. Contrairement aux autres domaines, le transport aérien continue de voir ses émissions augmenter. Ainsi, l'on enregistre une augmentation de plus de 21% pour les vols domestiques sur les 9 premiers mois et de 27% pour les vols internationaux. La Chine occupe de nouveau la première place en matière d'installation des énergies renouvelables dans le monde. C'est avec une hausse de 106% de nouvelles éoliennes sur un an que ce pays a augmenté les installations mondiales à 50%.
L'Agence internationale de l'énergie recommande plus d'efforts pour une plus forte croissance d'ici 5 ans. Léonce Sagou. 50% de capacités électriques de plus ont été installées dans le monde en 2023 par rapport à 2022. Ceci a été révélé dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie AIE ce 11 janvier. 507 gigawatts au total ont été mis en service. 3/4 de ces installations sont dans le photovoltaïque. La Chine a de nouveau été le grand moteur de cette croissance avec une hausse de 66% du nombre de nouvelles éoliennes sur un an. L'Europe, les États-Unis ou encore le Brésil ont aussi atteint des niveaux importants en 2023. L'AIE prévoit la plus forte croissance des énergies renouvelables pour les 5 ans à venir du jamais vu en 30 ans. La capacité de production électrique renouvelable ne s'est jamais aussi élargie rapidement en 30 ans, ce qui donne une vraie chance d'atteindre l'objectif fixé par les gouvernements à la COP28, qui est de tripler la capacité mondiale d'ici 2030, souligne l'agence. Ce rythme reste néanmoins insuffisant selon l'AIE, qui insiste sur le besoin de financement des pays émergents et en développement. Le directeur de l'agence résume que dans les conditions de marché et en l'état des politiques, la capacité mondiale serait multipliée par 2,5 d'ici 2030. Un chiffre qu'il juge à... Ainsi s'achève donc cette édition environnementale. Merci de votre attention. Restez sur Green TV International. L'information continue. À très bientôt.